19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 1er janvier 2019. Comme d'habitude, à l'occasion du nouvel an, le président de la République s'adresse à la nation. Cette année aussi, Issoufou Mahamadou a livré un message dans lequel plusieurs sujets ont été évoqués. Dans l'extrait qui va suivre, le président a parlé de réformes entreprises en 2018 dans le domaine de l'éducation au Niger. On l'écoute. En 2018, le secteur de l'éducation a connu des réformes importantes qui permettront d'en améliorer la qualité. Pour honorer sa promesse relative à l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, le gouvernement a distribué des fournitures scolaires et poursuivi la construction des classes. Le gouvernement a poursuivi ses efforts en vue de protéger la scolarisation de la jeune fille. Il a engagé une vaste campagne de sensibilisation pour mettre fin au scandale des mariages et grossesses précoces. C'est le lieu de saluer et d'encourager les chefs traditionnels et religieux, ainsi que les partenaires, pour leur contribution décisive à cette campagne. Enfin, dans le secteur de l'éducation, le gouvernement s'attaque à un défi majeur, celui de l'accroissement rapide de l'espérance de vie scolaire qui permettra d'accroître la durée de vie scolaire moyenne, facteur responsable de la faiblesse de notre indice de développement humain. Le président de la République a livré son message du nouvel an dans un contexte caractérisé par des attaques terroristes dans certaines régions du pays. Cependant, le président Issoufou n'a pas trop insisté sur la situation sécuritaire qui prévaut au Niger, ce qui a suscité ce reportage de Hassan Saleh Mustafa. Mes chers concitoyens, nous avons progressé. Cette adresse du président de la République intervient au moment où le Niger continue à compter les morts dans les rangs des éléments des forces de défense et de sécurité, notamment vers la région de Maradi, sur la frontière entre le Niger et le Nigeria, où au moins 5 soldats ont été tués par des hommes armés. Le président de la République s'adresse au peuple nigérien donc dans un contexte où la situation sécuritaire reste toujours dégradée dans les régions de Difa et Tillabéri. Malgré tout, dans son discours d'une vingtaine de minutes, le président Issoufou Mahamadou a parlé de la situation sécuritaire en 31 secondes 19 tiers. Je voudrais juste mettre à profit la présente occasion pour renouveler mes encouragements et mes félicitations aux forces de défense et de sécurité pour le professionnalisme avec lequel elles accomplissent leur mission. Je fonde l'espoir que les sacrifices qu'elles consentent dans la défense de la patrie seront sanctionnés par une victoire écrasante et définitive contre l'ennemi en 2019. Le cas des dizaines de personnes enlevées par Boko Haram dans la région de Difa n'a pas été évoqué par le président de la République, ne serait-ce que pour rassurer leurs familles, la région et le pays en général que les autorités sont à pied d'œuvre pour retrouver ces personnes. 31 secondes pour parler d'une situation qui déstabilise des régions entières, notamment Difa et Tillabéri, deux régions où les activités socio-économiques tournent au ralenti. 31 secondes pour toujours parler de 12 mois de la guerre contre les terroristes et toutes les conséquences qui y sont liées. N'est-ce pas là, une fois de plus, une preuve aux observateurs de la scène politique et à certains Nigériens qui crient haut et fort que les autorités de la 7e République gèrent la situation sécuritaire avec une certaine légèreté? Niamey a vibré dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2019 au rythme de la fête de Saint-Sylvestre, une fête pleine de sens pour la communauté chrétienne. Nous rapporte Adam Soumana sur les images de Aboubakar Souley.
Niamey, la capitale, a connu en cette soirée une ambiance inhabituelle marquée par des coups de pétard et des feux d'artifice. Et pour cause, l'avènement de la Saint-Sylvestre. Cette dernière se veut une fête civile dont l'origine remonte à près de 4 siècles après Jésus-Christ, magnifiée à travers un réveillon dans les différents lieux de culte chrétien pour les fidèles. Quoi de plus normal que de se rassembler en ce jour 31 décembre pour lui réitérer notre reconnaissance ou bien lui présenter notre gratitude pour avoir veillé sur nous durant tous ces 12 mois, pour nous avoir donné la vie, pour nous avoir donné la santé, la force physique. Je pense que cela vaut la peine. Donc voilà tout le sens de cette nuit du 31 pour nous les chrétiens aujourd'hui. La paix est le bien le plus précieux que nous avons. Et Dieu merci, au Niger, nous pouvons l'affirmer haut et fort que nous avons, grâce au Seigneur, cette paix. Et donc, le souhait que nous avons pour cette année 2019, c'est vraiment un souhait de paix. La paix réveillon constitue pour les autres une entrée en fanfare dans la nouvelle année. À cet effet, les lieux huppés de la capitale sont choisis pour les présentations de vœux de nouvel an et évoquer les perspectives pour l'année qui commence. Nos vœux sont les vœux de santé, de prospérité, de longévité et de paix à tous ceux qui font confiance à l'hôtel du centre. Au nom de PDG, M. Bachir Bourama, remercier tous nos clients nationaux et ceux de la sous-région. Nous maintenons le cap pour leur assurer les prestations de qualité. Comme vous constatez, on a démarré la nouvelle année avec gaieté, avec joie. Alors nos vœux sont pareils. Que la santé, la joie, la paix, la miséricorde de Dieu soit sur notre pays, sur tout le peuple nigérien et dans le monde entier. Nous sommes, on peut l'appeler un peu le professionnel des fêtes. Vous avez dû constater que tout le monde s'amuse. Nous essayons d'aller tous les jours un peu plus dans de meilleures conditions, de mieux servir notre clientèle. Les surprises, vous avez vu comment nous avons étincelé notre beau rond-point. Donc, même dans le cadre de la restauration, nous allons faire mieux pour 2019, Inch'Allah. Quant aux jeunes, et même des fois des moins jeunes, le point de chute pour cet événement se trouve être des lieux de dégourdissement des jambes afin de faire de cette soirée inoubliable. Quoi qu'il en soit, force est de constater que nous venons de fermer une page de l'année grégorienne 2018 pour ouvrir une nouvelle 2019. Le docteur en philosophie Alidou Yakouba, enseignant à l'université de Niamey, comme vous le savez, placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey depuis le 24 décembre dernier. Il lui a reproché, entre autres, d'inciter les citoyens à se soulever les uns contre les autres. Depuis son inculpation, le juge en charge de l'instruction ne l'a pas entendu. C'est qu'a tenu à dénoncer son avocat, maître Yahya Moukela, dans un extrait qu'il nous a accordé et dont je vous propose de suivre un extrait avant de retrouver son intégralité en fin de ce journal. Tout comme les citoyens lambda non plus, moi en tant que professionnel, je ne comprends pas pour des mêmes faits qu'il y a un traitement différencié et une façon de pouvoir dire pour telle personne nous allons choisir telle procédure, pour telle autre nous allons choisir telle. Pour des personnes dont je ne citerai pas les noms ici, il y avait eu des plaintes formelles jusqu'à aujourd'hui. À peine ont-elles été entendues, mais aucun mandat de dépôt, aucune citation de la juridiction. D'ailleurs, nous ne savons même pas où se situe la procédure. Le procureur doit sortir nous expliquer pourquoi cette différence entre des citoyens pour des faits similaires. Première chose. Deuxième chose, il y a des poursuites qui sont engagées pour d'autres qui sont formelles, où tous les citoyens se sont élevés, des milliers de citoyens ont écrit par les mêmes médias que c'est gravissime, que même le procureur n'a pas daigné sortir une seule fois, ou au moins dire quelles sont les poursuites qui avaient été engagées. Et je me rappelle très bien que j'ai été saisi par un confrère qui a formellement, en tant que citoyen, saisi le procureur pour dire que ces personnes-là sont en train d'attenter à l'unité nationale. C'est plus grave. Or, pour Alidou, on lui reproche de pouvoir exciter les citoyens par une proposition non écrite
Mais s'il vous plaît, si on doit se retrouver dans les mêmes contextes, qui a fait plus grave que l'autre? Celui qui formellement vient indexer publiquement avec tous les éléments caractéristiques pour dire que c'est les citoyens non qui nous soulevaient les uns contre les autres, et celui-là qui, dans son rôle d'intellectuel, a juste fait un écrit pour attirer l'attention de l'autorité sur les conséquences de telles pratiques. Ce qui me laisse croire que, en vérité, si on ne fait pas attention, le traitement dans l'inconstance de ce genre de situation, c'est ça même qui suffirait à exciter les citoyens à pouvoir ne même plus avoir foi en la justice. Parce que si le justiciable lui-même se rend compte que pour telle personne, on a donné telle suite et pour telle autre, une autre suite pour des faits similaires, la question reste posée de savoir où est-ce qu'on va dans cette manière de traiter les faits. Rendez-vous donc en fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'intervention de Maître Yaye Moukela. Moins de 2 semaines après un appel lancé par les participants au colloque sur l'esclavage pour demander la libération des militants anti-esclavagistes mauritaniens, les 2 acteurs ont été libérés lundi nuit par la justice. Il s'agit de Biram Abed et Abdoulaye Ousseini, arrêtés depuis août dernier. Précision dans ce reportage de Hassan Saleh Mustafa sur les images de Alidou Brema. Nous demandons à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'Union africaine, à l'Union européenne et les Nations unies de suspendre tout financement et toute coopération diplomatique avec la Mauritanie et de demander la libération immédiate et sans condition des militants anti-esclavagistes emprisonnés arbitrairement, à savoir Biram Da Abeid et Abdoulaye Hussein Massaoud. Visiblement, cet appel lancé à Niamey le 20 décembre dernier par les participants au colloque international sur l'esclavage dans l'espace sahélo-saharien est attendu par les autorités mauritaniennes. Les 2 militants anti-esclavagistes ont été libérés à la grande satisfaction des signataires. Ils ont été libérés à 1h du matin. Ils ont regagné leur famille. Rappelons que Biram n'est rien que cette figure qui lutte contre l'esclavage, qui se bat plusieurs années contre ce phénomène qui, ne dira jamais assez, fait la honte et la tragédie de l'humanité. Ces grands militants pour la restauration de la dignité humaine, la protection et la promotion des droits et libertés fondamentales est persécuté plusieurs fois en Mauritanie, pays réputé esclavagiste. Nous, défenseurs des droits humains et au nom du groupe du G5 Sahel et des coordinateurs du Lesland, remercions chaque femme, chaque enfant et chaque homme et toutes les organisations internationales qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la libération de ces militants anti-esclavagistes. Le groupe G5 Sahel anti-esclavage lance cet appel. Nous lançons un appel à tous les amis de la liberté et des droits humains à prendre au sérieux la lutte contre l'esclavage dans le Sahel, parce qu'elle est déterminante pour fragiliser le terrorisme dans cet espace. Et demandons à la communauté internationale de veiller à la protection des militants de lutte contre l'esclavage au Sahel qui sont victimes de certains systèmes politiques. Félicitons la justice mauritanienne qui, dès le début de cette affaire, ont aussi montré le sens d'une justice équitable. Biram Da Abeid a été élu député pendant qu'il était en prison et annonce en même temps qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle en Mauritanie.
Dans le cadre de la mise en œuvre effective du processus de transfert de compétences, notamment dans le secteur de l'éducation, la réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 décembre dernier a adopté un projet de décret portant organisation du ministère de l'enseignement primaire. Comment, au niveau des syndicats, apprécie-t-on ces transferts de compétences? Réponse dans ce reportage de Nafis Zakou et Halidou Brema. Il ressort du dernier Conseil des ministres que le gouvernement a statué sur le processus de transfert des compétences dans ces 4 domaines, à savoir l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'environnement, conformément au décret du 26 janvier 2016. Relativement au secteur de l'éducation, 5 compétences sont transférées, une situation qui ne laisse pas indifférent le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. Parmi ces compétences, il y a justement la construction des classes, leur entretien, leur équipement. Il y a l'acquisition des fournitures scolaires. Il y a l'élaboration de la presse scolaire et le recrutement des contractuels. C'est des choses connues, mais au niveau de la progressivité, l'État et le ministère a décidé de commencer par un certain nombre de ces compétences, notamment le recrutement, mais aussi la construction des classes. Pour le moment, la question des fournitures scolaires n'est pas transférée. De toutes les façons, notre inquiétude au début de ces transferts était l'impréparation. Nous étions tous d'accord qu'il faut vraiment implémenter ce processus de décentralisation parce que beaucoup de pays autour de nous sont très avancés, il faut le reconnaître, ils sont très avancés. Nous échangeons avec nos camarades de tout autour, Mali, Burkina, Sénégal, très avancés d'ailleurs. Même de l'encadrement, ils sont très avancés. Alors, nous sommes d'accord que notre pays doit avancer aussi, mais nous voulons qu'il respecte le principe de la progressivité. Si on va d'emblée avec ces 5 compétences, est-ce que les maires ont les moyens et les compétences de les faire? Par exemple, l'élaboration d'une carte scolaire. Le ministère et les maires actuels, parce qu'il y a des mairies qui sont quand même très petites, on le sait, elles n'ont même pas les moyens de fonctionnement. Même si c'est l'État qui va transférer les moyens, bien que plus haut quelque part, il est dit que la question vraiment aussi, la mobilisation des finances peut incomber, en tout cas, à ces collectivités territoriales. Le SNEN, par la voix de son secrétaire général, appelle les autorités en charge de l'éducation d'agir avec plus de responsabilité afin d'atteindre les niveaux des autres pays africains. La progressivité, la faisabilité, la subsidiarité, comme ils ont dit. Et de mettre ces règles d'or de la mise en œuvre, ça va marcher. Éviter la précipitation. Il ne faut pas faire juste pour qu'on dise qu'on a fait. Et à ce moment-là, les syndicats accompagneront. Nous serons plus contents qu'à chaque niveau que nous avons un représentant syndical, qu'il ait quelqu'un d'administratif et de politique à qui il peut s'adresser en cas de problème. C'est mieux que nous, au niveau central ou au niveau régional, il faut qu'on descende jusqu'au niveau local pour régler les problèmes locaux. Nous voulons avoir des répondants partout. Et nous voulons que ces répondants puissent avoir des compétences pour prendre en charge la question enseignante. De manière que nos répondants locaux puissent aller vers eux pour demander des comptes. Mais faisons ça de manière progressive et étatique. Les syndicats des enseignants appellent l'ensemble des contractuels à faire preuve de compréhension face à ce projet de décret. Le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, a renouvelé sa confiance au secrétaire général sortant Issifou Arzika, reconduit pour un nouveau mandat. Des priorités, des défis pour Issifou Arzika et son équipe. On l'écoute. Je l'ai annoncé, le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, a renouvelé sa confiance au secrétaire général sortant Issifou Arzika, reconduit pour un nouveau mandat. Des priorités et des défis pour Issifou Arzika et son équipe. On l'écoute. Le syndicat national du Niger a pour, comment on appelle ça, axe. Le premier, la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants, des membres. Or, il y a beaucoup de choses dedans, notamment toutes les préoccupations liées à la carrière, à la profession et au socio-professionnel de l'enseignant. Il y a le deuxième axe qui est la promotion de l'éducation de qualité. Il s'agit ici de faire un travail pour amener l'école à gagner sa crédibilité, pour que l'enseignant lui montre sa crédibilité.
Le troisième axe, c'est le développement institutionnel. Ça, c'est intrinsèque, ça nous concerne que nous. Mais les deux axes sont fondamentaux et sont la base où nous avons tiré la substance des priorités qui nous permettra de conduire ce mandat. Parmi les priorités, je disais, il y a le recrutement, il y a le paiement comment on appelle ça, des traitements pécuniaires et la mise en solde. Ensuite, l'ouverture du nouveau recrutement. Ça, c'est une priorité pour nous au niveau du Sénat. Parce que nos camarades contractuels sont en train de prendre de l'âge, alors que depuis 4 ans, il n'y a pas de recrutement. Ça là, nous voulons amener un déverrouillage de ce blocage-là qui a créé un désespoir total dans le rang des enseignants. Nous voulons faire en sorte que le paiement à terme issu soit une réalité, parce qu'on ne peut pas comprendre que pendant 15 ans, on n'a pas pu arriver à régler la question du paiement à terme issu de l'enseignant qui fait l'école. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants contractuels font l'école. On le veut ou pas, c'est eux le système éducatif de ce pays-là. Pour nous, une page n'est pas tournée sur les revendications et les préoccupations des enseignants. C'est les mêmes. Ce n'est pas un congrès qui va les changer. Nous étions là hier, les mêmes revendications étaient là. Pendant le congrès, elles étaient là. Après le congrès, elles sont là. C'est pourquoi, pour nous, c'est une question de continuité dans le combat pour que ces priorités-là puissent être en tout cas une réalité. L'autre priorité, elle est vraiment, et je tiens à l'exprimer, parce que c'est un rêve qu'on a caressé au premier mandat, c'était celui d'écrire l'histoire de ces grands syndicats-là. Depuis 55 à cette date, nos anciens sont en train de partir. Certains seront de l'incapacité de parler, d'autres vont décider. Mais je crois que ce serait fâcheux que nous ne puissions pas réécrire l'histoire du site. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il faut aller vers les anciens cadres. Nous allons les solliciter, ces cadres-là, pour aller un jour, en tout cas l'existence d'un tome ou de 2 tomes qui vont retracer l'histoire du syndicalisme nigérien. Parce que parler du Sénat en tant que premier syndicat, quand même, c'est parler du syndicalisme nigérien. Place à présent à la partie magazine consacrée à l'entretien que nous a accordé Maître Yaya Munkela sur l'arrestation de son client, Dr Halidou Yakouba. Très bonne réception à vous. Effectivement, M. Halidou Yakouba a été poursuivi et inculpé par le juge d'instruction, en l'occurrence le doyen des juges d'instruction, le 24 décembre passé, est placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey pour les faits suivants. Premièrement, pour proposition faite et non agréée de former un complot pour œuvrer à détruire ou à changer le régime constitutionnel, ou à exciter les citoyens ou les habitants à s'insurger contre l'autorité de l'État ou à s'armer les uns contre les autres. Deuxièmement, d'avoir fait une proposition directe par écrit à un attroupement non suivi des faits. Et les textes qui ont été retenus, c'est l'article 79 alinéa 4 et 100 du code pénal. Après son inculpation le 24 décembre passé, j'ai immédiatement demandé au juge d'instruction de l'interroger au fond afin que la procédure puisse s'accélérer. Il a indiqué que, étant trop chargé, il nous proposerait une date à sa convenance pour pouvoir l'entendre au fond. Ce qui a fait que le lendemain de son inculpation, plutôt le surlendemain, puisque le lendemain était férié, j'ai adressé un courrier au juge d'instruction qui m'a répondu également par écrit, ce qui est extraordinaire puisque habituellement les juges d'instruction ne nous répondent pas par écrit. Il nous a dit qu'il entend mettre le dossier à notre disposition 48 heures avant son interrogatoire à fond. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est toujours à sa discrétion qu'il va décider de quand il va interroger M. Halidou sur les faits qu'il lui reproche. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire également qu'il pourra le maintenir en détention tant qu'il ne l'aura pas encore entendu au fond. Il m'a expliqué qu'il est débordé, qu'il avait un programme déjà arrêté et je lui ai répliqué qu'aucun citoyen ne doit répandre de la lenteur de la justice. Première chose. Deuxième chose, une situation qui existait déjà ne peut pas être comparée à une situation qui existe, qui vient de se créer, puisque c'est eux qui ont choisi de le poursuivre, c'est eux qui ont choisi de le mettre sous mandat de dépôt, c'est eux qui doivent se donner les moyens de l'attendre, conformément aux dispositions du code de procédure pénale qui disent que dans les délais raisonnables. Malheureusement, le délai raisonnable, lui, il apprécie autrement en disant qu'il peut le faire quand il pourra le faire. Mais moi, je m'insurge contre cette démarche. À partir du moment où ce n'est pas la première fois que quelqu'un est poursuivi pour les mêmes faits. Souvenez-vous, il y a quelque temps, le président Amadou Djibo Di Max avait été poursuivi pour les mêmes faits.
Oui, il a été cité directement devant le tribunal en flagrant délit et il a été jugé et il a été condamné à un sursis et actuellement la procédure devant la cour d'appel. Il se trouve qu'aujourd'hui, curieusement, devant le même procureur, avec les mêmes faits, M. Halidou se retrouve en train d'être poursuivi, mais avec une information, c'est-à-dire que au lieu de le juger immédiatement, puisque c'est sur la base d'un écrit sur lequel on n'a plus de justification à apporter, on entend garder M. Halidou en prison parce que c'est le moyen par lequel on pouvait continuer à le priver de sa liberté et à mettre la pression sur lui. Si l'information a été ouverte, pour nous, c'est juste parce qu'on veut aliéner la liberté de M. Halidou, mettre la pression sur sa personne et pour des considérations que nous sommes en train de chercher à comprendre. Bon, moi, je ne pourrais pas dire directement qu'il y a 2 poids 2 mesures, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des cas où il y a eu des plaintes formelles, des plaintes qui ont été déposées d'ailleurs par des avocats en tant que citoyens pour le fait que les citoyens se sont mis dans la situation de poser des actes les uns contre les autres, c'est-à-dire d'inciter les citoyens les uns contre les autres, du moins des déclarations purement ethnicistes, régionalistes, mais qui n'ont pas été traitées de la même façon que cette affaire, parce que là, M. Halidou a agi en tant qu'intellectuel. Rappelez-vous, M. Halidou est un philosophe officiant à l'université de Niamey comme enseignant-chercheur. Et à ce titre, il a émis un point de vue. Il a attiré l'attention du citoyen lambda sur les conséquences des actes. Parce que c'est tout, il faut le rappeler à ceux qui ne le savent pas, que c'est à l'occasion des images qui ont circulé sur Internet sur la mort du jeune officier Samsudine. Donc à partir de ce moment, comme tout le monde d'ailleurs, il a émis juste sa position en disant qu'il faut qu'on fasse attention. Et à son niveau d'intellectuel, c'est de son rôle de pouvoir attirer l'attention de l'opinion nationale, internationale ou même politique pour que les gens puissent prendre en considération cette situation et éviter que des représailles ne puissent se faire au niveau de l'armée, au niveau des citoyens tout court. Donc c'était juste ce qu'il avait essayé d'expliquer. Maintenant, ça lui a valu ce que ça lui vaut aujourd'hui d'être incarcéré, et qu'aujourd'hui, si on doit faire la comparaison, certes, comparaison n'est pas raison. Moi, je suis plutôt en train de croire que, en fait, le traitement qui aurait dû être donné à la situation, c'était plutôt d'inciter les gens à comprendre les choses tel que lui, il a essayé de le faire comprendre. Parce qu'il n'a pas dit qu'il faut se soulever. Il demande à l'armée de ne pas céder à la tentation de se soulever ou de riposter ou de se comporter comme les gens s'attendent à ce que les choses se fassent. Donc, par conséquent, je ne comprends pas aujourd'hui que ce traitement judiciaire qui a été donné à l'affaire soit différent de celui qui a été donné au cas qu'il avait précédé. Et ce que vous dites est d'autant plus justifié qu'effectivement le commun des citoyens pense que la justice n'est pas constante dans sa manière d'apprécier les choses. Si hier, pour Max, on a choisi le flagrant délit, aujourd'hui, pour Halidou, on a choisi l'information, ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Première chose, pourquoi 2 poids 2 mesures? Parce que nous avions à l'époque indiqué dans le dossier du président Max qu'il s'agissait d'un délit de presse. Là également, c'est un délit de presse, puisque c'est par les médias. Et l'ordonnance sur le régime de la liberté de la presse dit clairement que toute communication électronique, sauf lorsqu'il s'agit d'une communication privée, doit être appréciée comme étant une information de presse. C'est une information, si c'est un délit de presse. Et compte tenu du fait que, en matière de poursuite pour le délit de presse, on ne peut pas maintenir la personne en détention préventive, on a choisi cette information-là pour permettre au juge d'instruction de pouvoir le maintenir dans les liens de la prévention. Il y a tant qu'il soit entendu au fond pour envisager les procédures les plus appropriées pour non seulement obtenir au moins une liberté provisoire pour lui, mais aussi pour annuler toute la procédure. Parce que le juge d'instruction ne l'a pas poursuivi sur la base des infractions que je venais de dire. Il conteste que ce soit une infraction par voie de presse, mais que c'est une infraction ou des infractions de droit commun qui justifient que
cette information ait été ouverte à son encontre. Tout comme les citoyens lambda non plus, moi en tant que professionnel, je ne comprends pas pour des mêmes faits qu'il y a un traitement différencié et une façon de pouvoir dire pour telle personne nous allons choisir telle procédure, pour telle autre nous allons choisir telle. Pour des personnes dont je ne citerai pas les noms ici, il y avait eu des plaintes formelles jusqu'à aujourd'hui. À peine ont-elles été entendues, mais aucun mandat de dépôt, aucune citation devant une juridiction. D'ailleurs, nous ne savons même pas où se situe la procédure. Le procureur doit sortir nous expliquer pourquoi cette différence entre des citoyens pour des faits similaires. Première chose. Deuxième chose, il y a des poursuites qui sont engagées pour d'autres qui sont formelles, où tous les citoyens se sont élevés, des milliers de citoyens ont écrit par les mêmes médias que c'est gravissime, que même le procureur n'a pas daigné sortir une seule fois, ou au moins dire quelles sont les poursuites qui avaient été engagées. Et je me rappelle très bien que j'ai été saisi par un confrère qui a formellement, en tant que citoyen, saisi le procureur pour dire que ces personnes-là sont en train d'attenter à l'unité nationale. C'est plus grave. Or, pour Alidou, on lui reproche de pouvoir exciter les citoyens par une proposition non écrite. Mais s'il vous plaît, si on doit se retrouver dans les mêmes contextes, qui a fait plus grave que l'autre? Celui qui formellement vient indexer publiquement avec tous les éléments caractéristiques pour dire que c'est les citoyens qui soulevaient les uns contre les autres, et celui-là qui, dans son rôle d'intellectuel, a juste fait un écrit pour attirer l'attention de l'autorité sur les conséquences de telles pratiques. Ce qui me laisse croire que, en vérité, si on ne fait pas attention, le traitement dans l'inconstance de ce genre de situation, c'est ça même qui suffirait à exciter les citoyens à pouvoir ne même plus avoir foi en la justice. Parce que si le justiciable lui-même se rend compte que pour telle personne, on a donné telle suite et pour telle autre, une autre suite pour des faits similaires, la question reste posée de savoir où est-ce qu'on va dans cette manière de traiter les faits. J'ai espoir, puisque moi je pense que les faits tels qu'ils sont déclinés dans la poursuite ne peuvent pas être appréciés de cette façon. Les arguments de droit sont là, les arguments de fait sont là. Il y a des situations pires que, puisque avant que M. Alidou même ne commence à faire sa publication, il y a des milliers de Nigériens qui sont intervenus sur les mêmes réseaux sociaux, qui ont décrit à leur façon la manière dont ils voient les choses se passer. Maintenant, le juge est libre d'apprécier lui aussi, ou la poursuite du moins, parce que c'est le parquet qui a décidé de le poursuivre de cette façon-là. Le parquet est libre d'apprécier de lui-même ce qu'il estime être plus grave ou moins grave que ce qui s'était passé jusque-là. Mais de toutes les façons, moi je trouve qu'il y a plus grave qui s'était passé plus avant ça. Ce ne sera peut-être même pas la dernière fois qu'on aura. Tant qu'on ne fermera pas Facebook, les gens vont s'exprimer librement, puisque c'est la liberté sur Facebook. Donc il y a beaucoup à faire. Si vous vous rappelez, à l'occasion de la rentrée solennelle du barreau du Niger en mars de l'année passée, bientôt ce sera l'année passée puisqu'en mars 2018, nous avions eu comme thème l'indépendance de la justice. C'est toujours à l'occasion de toutes les procédures l'indépendance de la justice qui se pose, et que la justice doit pouvoir s'affranchir du pouvoir politique pour pouvoir apprécier avec tout le recul nécessaire toutes les procédures, tous les faits qui lui sont soumis, et que effectivement le citoyen que je suis, ou le citoyen lambda qui ne comprend pas comment la justice fonctionne, aura toujours l'impression que quand il s'agit de telle ou telle personne, il y a toujours 2 poids 2 mesures. Ça, c'est l'appréciation du citoyen. Moi, en tant que professionnel, je voudrais juste inviter la justice à se prendre en charge, à pouvoir affirmer son indépendance, et ce n'est pas toujours après coup. Il faut le faire spontanément pour que les gens ne puissent pas toujours assimiler l'indépendance de la justice à l'affiliation au pouvoir politique, pour que derrière chaque affaire, qu'on ne puisse pas voir une connotation politique, parce que c'est la justice seule qui peut nous donner ce temps-là, en décidant chaque fois que de besoin de trancher les choses ou de décider tel qu'elle l'a fait dans d'autres affaires, plutôt que de donner l'impression que chaque fois telle affaire est plus politique que telle autre.
Audio.